Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Sur la Brèche. Sur la Brèche, ce soir, M. Maxime Lomboza Koné, député à l'Assemblée nationale. Bonsoir, M. Koné. Bonsoir à vous. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir d'être sur votre plateau. Alors, M. Koné, vous êtes titulaire d'un baccalauréat série D, obtenu en 1996 au lycée Ouézin Koulibaly de Bobo-Dioulasso. Ensuite, 2000-2001, vous décrochez le 2 en droit à l'université de Ouagadougou. On va déjà s'arrêter là parce qu'il y a beaucoup à dire. D'abord, après un bac D, pourquoi s'orienter vers le droit? Et alors, il faut dire que l'option qui s'offrait à moi après le baccalauréat me permettait de me diriger vers des études scientifiques. Mais j'ai opté d'aller faire le droit parce que c'était une passion pour moi. Et j'ai toujours pensé que étudier le droit, c'était d'ouvrir en tout cas son champ de connaissances sur des questions qui sont liées à la vie de la société. Comme vous le savez, toute société est régie par des règles. Est-ce que vous n'aviez pas des appréhensions concernant vos capacités peut-être à tenir en droit? Parce que bon, la plupart du temps, ce sont plutôt les littéraires qui s'y orientent. Quand on a fait bac D, on s'attend à vous voir peut-être en mathématiques ou en économie ou en tout cas dans des disciplines. Oui, mais il faut dire aussi que la série D aussi, il faut avoir un niveau en matière de langue. Ça, c'est très important. Donc, on a quand même des connaissances élargies de base quand on fait la série D. Donc, ce qui fait qu'on peut aller aussi bien dans un domaine scientifique que dans un domaine littéraire. Alors, M. Koné, ce qu'il faut dire, c'est que vous arrivez au campus à une période assez difficile, assez trouble même, disons, parce que les années de 1996 jusqu'à pratiquement 2000 ont été donc marquées par des grèves, par beaucoup de mouvements au sein de l'université. Il y a eu bien sûr l'assassinat de Norbert Zongo en décembre 1998, suivi bien sûr de manifestations jusqu'à l'invalidation de l'année 99-2000. Vous avez vécu bien sûr cette période. D'abord, racontez-nous cette arrivée à l'université dans ce contexte-là. Et il faut reconnaître que notre engagement déjà, c'est depuis le lycée. Le lycée Ouézin, j'ai été 2 fois membre du bureau des élèves au lycée Ouézin Koulibaly. Nous avons aussi mené des actions de revendication par rapport à nos droits. Donc pour moi, j'étais pressé. Et non seulement pour poursuivre les études, mais c'était aussi pour venir m'engager au sein des mouvements étudiantins dont je voyais de loin les actions sur le terrain, les leaders charismatiques qui occupaient la presse, qui occupaient l'actualité nationale pour revendiquer les droits. Donc pour moi, c'était déjà quelque chose que je voulais faire. Mais tout cela a perturbé les premières années à l'université. Oui, il est évident, quand nous sommes arrivés, déjà en 96-97, il y a eu cette fameuse grève de 52 jours où nous nous sommes engagés à fond sans savoir réellement ce qui se passait. Nous avons pris des pots cassés, nous avons, en tout cas au détriment de nos études, nous avons eu un certain nombre de difficultés qu'il serait peut-être très fastidieux de dérouler ici. Mais vous perdez une année. Et oui, nous avons perdu une année. C'est parce que à un certain moment, la plateforme revendicative allait bien sûr dans tous les sens et que les positions aussi se durcissaient, aussi bien au niveau des gouvernants que des étudiants. Donc, quand vous réclamiez quoi exactement? Écoutez, c'était bien sûr la suppression du FONER, je me rappelle très bien. Il y avait aussi la bourse qu'il fallait élargir à tout le monde. Il fallait aussi améliorer la qualité des plats au restaurant universitaire ainsi que le nombre, parce que ça, nous avons coïncidé aussi avec la privatisation pour la première fois des restaurants universitaires et les privés devaient s'adapter aux exigences des étudiants. Et donc, comme avant, c'était l'État, au plan de la restauration, c'était l'État. Donc, l'État ne faisait pas de la mesure pour servir à manger aux étudiants. Mais une fois que le privé est rentré là-dedans, il y a le profit qui est recherché. Donc, cela joue sur la quantité et la qualité. Je me rappelle que... Il y avait un rationnement. Voilà. Et quand on partait, avant la privatisation, on pouvait aller 2 fois se faire servir.
Mais avec la privatisation, on avait droit qu'à un seul plat et dont la qualité aussi pouvait laisser à désirer. Donc, tous ces problèmes qui étaient au niveau de l'université, sans compter que les salles de classe devenaient de plus en plus exiguës dû au nombre très élevé des étudiants. Et donc, tous ces facteurs, et sans compter que la scène politique aussi était en ébullition. Nous étions Absolument. Dans un système démocratique, mais en réalité un système démocratique sous haute surveillance, et avec en son temps cette proximité très difficile avec le régiment de sécurité présidentielle, avec plusieurs fois une descente musclée des forces de défense sur le campus, dans l'impunité totale. Donc vous voyez qu'il y avait autant de facteurs qui devaient justifier notre engagement au sein des mouvements étudiants pour défendre nos droits. En tout cas, vous perdez déjà une année, comme je l'ai dit, mais en 1997, vous êtes membre fondateur de l'Union nationale des étudiants du Faso, l'UNEF, bien sûr, qui est venu donc à l'époque et qui était considéré comme une manière d'affaiblir l'ANEB, la création de l'UNEF. Est-ce qu'à cette époque-là, vous n'étiez pas peut-être récupéré dans le sens d'affaiblir l'ANEB qui était considéré peut-être comme un peu trop radical? Bon, en fait, je pense que c'est un disque qui a été, que pour nous qui était rayé, c'est un argument qui a été plusieurs fois sassé et ressassé. Et je puis rappeler que la lutte de 96-97, nous l'avons fait au sein de l'Association nationale des étudiants burkinabés. Et la promesse phare qui nous motivait en tant que non-boursiers, c'était qu'on devait avoir la bourse pour tout le monde. Et surtout aussi, il y avait l'aide qu'il fallait aussi donner aux étudiants. Et dans la plateforme, l'ANEB privilégiait, bien sûr, l'aide au FONER, qui était un prêt, où les étudiants pouvaient volontairement s'endetter. Et quand nous avons fini la lutte de 52 jours, sans bien sûr que notre plateforme revendicative soit satisfaite, et nous qui étions laissés pour compte, nous avons demandé des comptes à la direction de la lutte pour dire que, effectivement, l'une de nos motivations, c'était qu'on allait aboutir à octroyer la bourse à tout le monde. Et nous, je rappelle en son temps que ceux qui devaient bénéficier du FONER, les noms étaient affichés, mais à cause de la lutte, nous avons refusé d'aller toucher l'argent en se disant qu'à la fin de la lutte, on allait avoir effectivement la bourse. Et malheureusement, nous n'avons pas eu la bourse et nous n'avons pas été écoutés par rapport à notre doléance du FONER. Donc c'est ce qui a créé la scission avec l'ANEB. Bon, c'est qui n'est pas scission, mais en réalité, nous ne partageons plus cette vision de la lutte, et que nous avons trouvé aussi qu'à un certain moment, il y a eu trop d'étouffement de l'expression plurielle, il y a eu trop de traumatisme, et tout tentative de voix discordantes était taxée de tous les noms d'oiseaux, d'où l'argument que vous venez d'avancer. Mais je rappelle qu'en son temps, j'avais dit à tout le monde que si même on devait écrire mon nom sur le ciel de l'université, je m'assumais en allant à la création d'une nouvelle organisation étudiantine qui s'appelait l'Union nationale des étudiants. En tout cas, la création de cette union a été vue d'un mauvais œil, en tout cas pour beaucoup à l'époque, qui pensaient que c'était peut-être une main politique derrière. On citait des noms comme Salif Diallo et autres, peut-être qui intervenaient pour la loi de la division pour mieux rayer. Vous savez qu'il n'y a jamais eu véritablement de consensus sur la neutralité de la lutte des étudiants. Et tous les niveaux toutes les structures ont été taxées ça de là, d'être à la solde de tel ou tel groupuscule politique, etc. Mais ce qui était essentiel pour nous, c'était que nous devions nous baser sur les problèmes réels des étudiants. Et nous avons eu un point de démarcation très clair quand nous avons créé notre association. Nous avons dit que nous n'étions pas dans des luttes de classe. Nous n'étions pas dans des luttes par procuration. Nous étions pour la défense des intérêts matériels et moraux des étudiants. Et nous avons refusé qu'on utilise les mains des étudiants pour ramasser des braises. Et nous avons fait la lutte, nous avons des éléments qui consolidaient cette vision et cette lecture des choses que nous avions. Et donc, nous savons... Vous, l'ANEB menait une lutte idéologique peut-être à l'époque. Bon, écoutez, quand on dit qu'on était un syndicat révolutionnaire, bien sûr, quand même, on a tous été formés sur ces questions. Et un syndicat révolutionnaire, ce n'est pas un syndicat qui lutte pour forcément des changements de conditions de vie corporative, c'est pour le changement de l'ordre
politique et économique établi. C'est ça. Nous avons trouvé qu'il y avait d'autres acteurs plus qualifiés pour mener cette lutte. Et que dès lors qu'on faisait une confusion entre les questions corporatistes et les questions politiques, il y va de soi qu'il serait très difficile que nous puissions être écoutés et qu'il y ait satisfaction par rapport à nos préoccupations. Parce que donner dans de telles conditions une victoire aux étudiants, c'est donner une victoire à ceux qui les manipulent. En tout cas, tout ce mouvement à l'université aboutira donc à l'invalidation de l'année 99-2000, un coup dur pour tous les étudiants à l'époque et même pour le système. Et certains estiment que tous les problèmes de l'université jusqu'à aujourd'hui plongent leurs racines à cette époque-là. Bon, je crois qu'ils n'ont pas tort. Parce que historiquement, c'était la première fois dans notre histoire universitaire que l'année soit invalidée. Et que vous savez qu'il y a toutes les conséquences qui vont avec, les étudiants qui restent sur place, des nouveaux qui vont arriver, et le calendrier est très difficile. Et je crois que depuis lors, l'université n'a pas pu sortir des chevauchements des années. Et donc On a eu du mal à rattraper les effectifs en termes d'infrastructures. Je peux conclure avec vous qu'effectivement, ça a été l'un des points de départ pour les problèmes que nous sommes en train de vivre toujours sur l'université de Ouagadougou. Mais je puisse vous dire que avant cette année invalidée, il y a eu 98. Vous avez parlé de l'affaire Norbert Zongo. L'affaire Norbert Zongo, c'est ça. Qui a été un moment où les étudiants se sont illustrés en défenseurs des droits de l'homme, au moment où la classe politique et les organisations syndicales étaient dans l'attentisme. Les étudiants sont sortis de manière spontanée sur le terrain d'Abou Boukari. J'étais même personnellement sur le terrain. J'ai participé à ce premier meeting, j'ai pris la parole. J'ai été aussi parmi ceux qui ont conduit les étudiants à la famille Norbert Zongo et conduit les étudiants à la morgue. Et nous avons été parmi ceux qui ont quand même vu la situation très difficile de l'assassinat de Norbert Zongo. Et nous avons continué, bien sûr, à revendiquer, parce que, rappelez-vous, en son temps, il y avait un terme très à la mode, on te fait et puis il n'y a rien. Si tu fais, on te fait et puis il n'y a rien. Je crois que ça a été un des tournants décisifs pour le respect des droits de l'homme, le respect de la vie humaine dans ce pays. Et donc, c'est à la suite de ce mouvement spontané auquel nous avons participé. Je crois que ceux qui ont été les acteurs sont vivants, ils sont au Burkina Faso, et ils peuvent dire si j'ai dit la vérité sur ton plateau ou pas. Et c'est après ça qu'est né le collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques qui a en tout cas continué la lutte sur diverses formes, et nous connaissons la fin de cette lutte. De cette histoire. En tout cas, voilà donc un début à l'université jusqu'à 2 ou 3 années en tout cas de troubles. 2001-2002, on vous retrouve à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où vous obtenez la licence en droit. D'abord, comment vous êtes retrouvé à Dakar? Bon, écoutez, je me suis dit qu'à un certain moment, il faut privilégier les études par rapport à cet engagement militant. Et je disais toujours, quand j'étais à l'université, j'ai dit l'étudiant, c'est d'abord celui qui étudie. Et mes camarades peuvent le témoigner. Tout le monde avait voulu que je sois reconduit à la tête de l'UNEF, mais je me suis dit que les conditions, avec l'année invalidée, avec bien sûr un certain nombre de difficultés, et en tout cas ne me permettaient pas d'être serein et de mener à bien mes études. Et je me suis dit que, en voyant aussi certains anciens leaders qui sont venus à l'université, qui ont fait carrière et qui sont sortis sans diplôme, je m'étais dit qu'il me fallait un petit temps de recul et de réflexion. Et c'est ce qui fait que je me suis retrouvé à Dakar après le DEC 2 à l'université Ouagadougou pour continuer mes études. 2002-2003, vous obtenez la maîtrise en droit et vous optez bien sûr pour les relations internationales. À ce niveau également, on a envie de savoir pourquoi la diplomatie. Est-ce parce que la plupart du temps, les jeunes étudiants en droit rêvent plutôt de la robe. On se voit magistrat, on se voit avocat, en tout cas dans les salles d'audience. Donc, je me dis que chacun a son rêve, chacun a ses options pour sa vie. Et pour ma part, arrivé à l'université Cheikh Anta Diop, après bien sûr
le DEUG à l'université de Ouagadougou, on avait deux possibilités. On avait le droit public avec deux options, relations internationales et administration publique, et on avait bien sûr le droit privé. Et donc moi j'ai opté pour le droit public, et particulièrement pour les relations internationales, parce que je me disais que voici un domaine qui me permet d'avoir des outils pour une lecture globale du monde. Et c'est ça ce qui était vraiment ma passion. Vous vouliez devenir diplomate? Bon, pas forcément diplomate. L'intention première, c'était d'avoir des bagages intellectuels solides. C'était, je crois, que ce qui m'a motivé. Parce que les relations internationales regardent, étudient tout ce qui est phénomène de relations entre les groupes sociaux et qui ont une dimension politique et surtout qui transcendent les frontières. Donc vous voyez, on est dans le sphère de l'international. Et je crois que ça c'est passionnant parce que ce qui se passe au niveau interne, si on peut considérer ça comme une prolongation aussi de ce qui se passe au niveau extérieur, mais toujours est-il qu'au niveau international, il y a des lignes de fracture, il y a des lectures autres que ce qu'on voit au niveau interne. Je connais en tout cas cette passion pour se poursuivre 2002-2004. Vous obtenez votre DEA en droit de l'intégration, toujours à Dakar, avant un diplôme d'études diplomatiques supérieures à Paris en 2005. En 2005, justement, vous entamez également votre vie professionnelle. Oui, on vous retrouve enseignant à l'École nationale d'administration et de magistrature à la section diplomatie. Et effectivement, nous avons eu la chance, après la maîtrise, que l'agence universitaire de la francophonie venait d'ouvrir pour la première fois une école doctorale à Dakar. Et donc, nous avons saisi l'occasion pour nous inscrire en droit de l'intégration parce que l'intégration aussi, on était toujours dans le sphère de ce qui transcende les nations. Dans la prolongation de la diplomatie. Voilà, et puis on avait quand même le choix, parce que là, pour la première fois, on avait des DEA en sciences politiques, des DEA en histoire du droit, des DEA en droit de la santé. Je crois que j'étais avec un compatriote qui est aujourd'hui à l'université de Ouagadougou, Julien Nakelsi, qui est aujourd'hui docteur en sciences politiques. Et lui faisait sciences politiques, moi je faisais DEA. Et même nous avons été enseignés par le professeur Luc Ibriga, qui était aussi enseignant vacataire à l'école doctorale à Dakar. Qui est aujourd'hui contrôleur général. Voilà. Et donc, parallèlement au DEA, je me suis inscrit au Centre d'études diplomatiques stratégiques de Paris, antenne régionale de Dakar, où effectivement nous avons pu acquérir des formations diplômantes très pointues sur les questions de géopolitique, de géostratégie, d'intelligence économique, d'asymétrie, etc., etc. Et Paris, parce que Dakar est une antenne régionale de Paris, mais en réalité, le grand oral se passe à Paris. Okay. Pour ceux qui sont inscrits à Dakar, il y a des cours complémentaires qu'on fait à Paris. Et puis, bien sûr, nous, on a eu la chance d'aller à l'OTAN pour un certain nombre de cours. Et nous avons fait le grand oral à rue Marceau à Paris. Donc, je connais, comme je le disais, donc enseignant à l'École nationale d'administration et de magistrature, section diplomatie, puis consultant au Centre de développement de la jeunesse de la CEDEAO, où vous concevez des modules de formation en gestion des conflits armés. Il faut dire que c'est l'une de vos casquettes également. On va s'arrêter là-dessus. Spécialiste également sur les questions de conflits armés. Aujourd'hui, on peut dire que c'est peut-être la plus grande épreuve de l'histoire du Burkina Faso que nous vivons aujourd'hui. Je vais parler bien sûr du terrorisme. Et jusque-là, on a bien souvent du mal à identifier l'ennemi et ses motivations. Et on a envie d'avoir votre lecture, parce que 5 ans après, qu'on en soit toujours à se poser ces questions-là, comment on peut l'expliquer? Alors, je dois dire qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, dire que, bien sûr, mon passage à l'ENAM a été quelque chose de très, je dirais, exaltant pour moi, parce que j'ai enseigné à la section diplomatie, donc j'avais en charge les cours de politique extérieure du Burkina Faso, les cours de relations internationales, et bien sûr aussi les cours de coopération
décentralisée ou bien ce qu'on appelle la géopolitique des collectivités locales. Et quand on parle du CDJS, c'est le Centre de développement de la jeunesse de la CEDEAO, qui est une institution, qui est un organisme qui est lié bien sûr à la CEDEAO et qui s'occupe de ces questions de jeunesse. Et que effectivement, dans le contexte conflictuel et chrysogène de l'Afrique, de la région, les jeunes étaient en première ligne, d'où la nécessité d'anticiper sur un certain nombre de modules de formation. Donc, c'est dans ce sens que je partais au nom de cette structure au Ghana, au KFTC, Kofi Annan International Peace Center, où avec d'autres acteurs de la société civile, on était en charge de monter des modules en matière de prévention des conflits. Donc je dois rappeler que je me suis intéressé très tôt à la question de sécurité. Mon mémoire de maîtrise en relations internationales a porté sur l'intervention de l'ECOMOG dans les conflits armés ouest-africains. Donc j'ai étudié la crise du Libéria, la crise de la Sierra Leone, la crise de la Guinée-Bissau, la crise casamançaise et aussi la crise ivoirienne. Et ensuite, au DEA, j'ai continué dans la même lancée, organisation régionale et règlement des conflits, le cadre de la CEDEAO. Donc en plus de l'aspect militaire, j'ai étudié l'aspect politico-diplomatique. Et donc, pour ce qui concerne le Burkina, comme je l'ai dit, aujourd'hui, on se pose des questions. Est-ce qu'on veut avoir quand même l'analyse, la lecture, en tout cas du spécialiste sur la question aujourd'hui? Alors, il faut dire que depuis les premières attaques, Capuchino, en passant par l'enlèvement du Roumain au niveau du Sahel, notre pays s'était déjà installé, bien sûr, dans le cyclone de l'hydre terroriste. Mais bien avant, nous voyons cela comme un phénomène lointain, parce que nos pays voisins, que ça n'arrivait qu'aux autres. Voilà, le Mali, le Burkina étaient attaqués, et nous étions dans la paix. Mais brusquement, nous avons découvert à travers ces attaques, et en tout cas, la difficulté liée, bien sûr, à ce phénomène terroriste. Et donc, c'est pour vous dire que quand on regarde les différentes attaques qui sont montées de manière exponentielle, il y a eu un certain nombre d'attaques qui ont été revendiquées, mais il y a ces derniers temps, en tout cas, des attaques n'ont pas été revendiquées. Donc nous, en tant que spécialistes, nous avons quand même, en dehors à défaut d'avoir des acteurs clairement définis, nous avons en tout cas fait une réflexion pour faire le tour un peu des groupes terroristes qui sont au niveau de l'Afrique de l'Ouest et particulièrement au niveau du Sahel, que ce soit AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, que ce soit le Front de libération du Massina, que ce soit en Sardine, que ce soit le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, ou bien encore récemment l'État islamique au Grand Sahara, qui est aujourd'hui, depuis mars 2019, en tout cas affilié à l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Et bon, on dit État islamique, province de l'Afrique de l'Ouest. Donc, on ne peut que, effectivement, faire des hypothèses par rapport à ces actions des groupes terroristes. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler réellement de motivation dans ces attaques? Je suis d'accord avec vous qu'on a à peine vraiment une lecture très claire de cette situation, d'autant plus que la crise elle est devenue protéiforme. Alors il y a beaucoup d'éléments qui s'imbriquent. Et donc ça fait que on peut penser que tous ceux qui étaient coupeurs de route, tous ceux qui étaient bandits des grands chemins, tous ceux qui avaient peut-être des visées irrédentistes, qui étaient dans les trafics de toutes sortes, ont trouvé dans ces organisations criminelles un espace pour pouvoir opérer en toute impunité. Donc c'est pour venir vous dire qu'aujourd'hui, personne ne peut dire avec certitude qui nous attaque. Je le dis, bon, bien sûr, avec un bémol, parce que je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne suis pas au niveau de nos services de renseignement qui peut-être avoir des informations, mais pour des questions... Mais à votre niveau, M. Koné, est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'il y a de plus inquiétant, ce n'est pas le risque du conflit communautaire? Alors, il faut dire que les grands théoriciens des groupes terroristes avaient déjà prévu
n'est-ce pas, ces scénarios. Hein. Quand vous prenez Abou al-Zahraoui de l'État islamique au Grand Sahara, il avait dit que, écoutez, si la mayonnaise de la religion ne prend pas, regardons l'ethnie et quel est le groupe ethnique qui se trouve un peu partout en Afrique. Basons-nous sur ce groupe ethnique et nous allons mettre feu dans tout l'espace ouest africain ou bien l'espace sahélien. Donc c'est dire que c'est un grand risque. Et particulièrement quand vous avez vu en 2019, les terroristes, bien sûr, ont joué sur la religion. Vous avez des mosquées qui ont été attaquées, des églises qui ont été attaquées, etc. etc. Et ensuite, maintenant, on a glissé vers l'ethnie, et tout ça, ce sont des manœuvres qui va permettre à ces terroristes de nous laisser faire leur combat par procuration. On allume le feu et puis ils se mettent de côté, on se rentre dedans. Je crois que le gros piège aujourd'hui à éviter, c'est d'avoir cette froideur, cette lucidité de démarcation entre ces questions terroristes et une communauté, une religion, etc. etc. Alors, monsieur connaît la solution militaire aujourd'hui. Est-ce que tous les analystes conviennent à dire que la solution militaire ne peut pas être la solution définitive et que forcément, tôt ou tard, il va falloir trouver d'autres leviers? Bien sûr qu'à l'épreuve du temps, on s'est rendu compte qu'effectivement, par l'outil militaire seulement, on ne peut pas arriver à éradiquer ce phénomène. Il y a bien sûr la réponse aussi par le développement, il y a la réponse par l'idéologie, mais il faut dire que l'outil militaire est une réponse nécessaire pour permettre d'abord de stabiliser et ensuite articuler d'autres leviers. En tout cas, vous avez un bouquin qui va bientôt sortir sur la question. Effectivement. Presque abouti. Chronique donc du terrorisme, si je ne m'abuse. Chronique sécuritaire 2019 au Burkina Faso. On l'attend donc. Alors, ouais, on va y revenir certainement quand le bouquin va sortir. Mais vous avez également été directeur de la formation professionnelle au ministère de la fonction publique jusqu'en 2010. Je poursuis sur votre carrière professionnelle. Puis administrateur au secrétariat permanent de la politique nationale de bonne gouvernance. Un passage également pendant près de 4 ans, disons, au projet ERA. Donc, depuis 2016, vous êtes représentant du Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Paris, antenne régionale de Dakar. Je passe dessus rapidement, il y a tellement de choses à dire. En 2011, on vous retrouve également président du Conseil régional de la Boucle du Moun. Là, on va aborder votre carrière politique. D'abord, est-ce que vous pouvez déjà nous situer sur les fondements de cet engagement politique? Vous avez été militant à l'université. Est-ce qu'on peut dire que c'est le prolongement logique? Bon, quand vous regardez la classe politique africaine de manière générale et une certaine génération, la plupart des leaders politiques en Afrique étaient issus des mouvements étudiants. Et quand vous prenez la FEANF, depuis la FEANF jusqu'à leur retour avec l'ouverture des universités sur l'espace africain, les leaders politiques ont toujours forgé leurs premières armes sur les universités. Donc il était tout à fait logique qu'après ce passage dans le mouvement étudiant, qu'on puisse peut-être exprimer, défendre nos positions à un autre niveau qui est la vie politique nationale. Donc je pense que ce sont des éléments qui me prédisposaient à aller sur le terrain. Et je rappelle brièvement que mon engagement a été d'abord au niveau local. Mon premier poste électif a été dans mon village. J'ai été élu conseiller municipal. Vous avez dit que vous êtes un homme politique sac-au-dos. Bon, effectivement, je suis sac-au-dos parce que j'ai été élu conseiller municipal à Kéména, après au village, après conseiller municipal au secteur 5 de Nouna, après conseiller régional. Et je suis allé au conseil régional comme président de la commission environnement et développement local. En 2011, j'ai été élu président du conseil régional. Et après le conseil régional, je suis député à l'Assemblée nationale. Donc je peux dire que j'ai fait du village à la nation. Vous avez traversé en tout cas toutes les échelles, disons. Donc, monsieur connaît à l'époque de votre engagement, on considère, en tout cas, j'ai parcouru un peu quelques-unes des interviews que vous avez déjà données et vous dites que Salif Diallo était pour vous un modèle. Vous le considérez même comme un mentor, un père politique, j'espère, si je ne m'abuse. Qu'est-ce qui vous fascinait tant chez Salif Diallo? Et je dois dire que Salif Diallo était, au-delà peut-être de le lien politique, était un grand frère à qui je dois une fière chandelle parce qu'il a contribué à faire de moi ce que je suis. Et je lui suis très reconnaissant et que là où il est,
qu'il repose en paix et que le combat qu'il a commencé, on est là pour poursuivre ce combat. Et ce qui me fascinait à l'homme, c'était son degré d'engagement et aussi son audace et son courage et aussi son sens de l'anticipation politique. Ce qui devait arriver dans 10 ans, 5 ans, et contrairement aux autres, lui, il voyait ça venir. Et il vous interpellait à la préparation. Je vous fais une confidence. 2006, j'étais avec lui, avec un autre camarade qui peut l'attester. Et nous étions à Bagré. Et c'était au cours de la venue du ministre taïwanais des Affaires étrangères pour visiter les installations. Et en 2006, il nous disait déjà que je suis en train de sentir que l'ancien président est en train de faire monter en puissance son petit frère. 2006. Voilà. Donc c'est dire qu'il avait déjà anticipé sur les choses. Et vous savez que politiquement, il ne faisait pas les choses à moitié. Soit il était engagé, soit il n'était pas engagé. Et vous savez aussi le rôle qu'il a pu jouer avec d'autres camarades pour l'avènement du mouvement du peuple pour le progrès. Pour le progrès, l'insurrection par la suite. Etc. En tout cas, certains estiment d'ailleurs que sa disparition a affaibli véritablement le régime actuel. On va faire de la politique fiction. Pensez-vous que les choses auraient été différentes aujourd'hui avec Salif Diallo? Bon, c'est tout à fait évident que quand vous avez un camarade de la trempe de Salif Diallo et que vous le perdez au cours du combat, il y a un vide forcément qui est laissé. Mais il faut dire que malgré ce départ, la question du lien au niveau du parti dépasse les personnes. C'est des questions idéologiques, c'est des questions de valeurs, c'est des questions de principes. Donc tout parti organisé doit pouvoir survivre au départ de son leader. De ce point de vue-là, on peut dire que effectivement le combat pourra continuer, même si on peut être diminué ça et là. Mais vraisemblablement, sa présence à nos côtés jusqu'à aujourd'hui allait être un atout, parce que quand même c'est quelqu'un qui a une connaissance approfondie de la scène politique nationale. C'est quelqu'un qui est capable de dénouer, n'est-ce pas, des alliances pour vous faire avancer sur le plan politique. 2013, vous êtes président de l'Association des régions du Burkina. 2015, vous l'avez dit, député à l'Assemblée nationale sous la bannière MPP, le mouvement du peuple pour le progrès, après l'insurrection bien sûr. Pour vous, est-ce que c'est un aboutissement ou bien est-ce que Maxime Lombosa Koné vise encore plus haut dans sa carrière politique? Bon, pour moi, depuis que je me suis engagé en politique, j'ai intériorisé un principe. Je me suis dit que c'est ce qu'on j'appelle souvent la théorie théocratique du pouvoir. Le pouvoir vient de Dieu. Et je dis que mon destin est lié à ce que Dieu m'a réservé. Et ça, c'est très important. Donc, vous ne vous fixez pas de limites? Et pour moi, on n'a pas, à un certain moment, il faut bien se fixer des limites. Mais si on peut continuer à servir, mais je ne fais pas aussi de la politique ou des postes politiques une fixation. Nous sommes entre camarades, le plus important, c'est ce que nous pouvons faire de collectif pour aboutir à la défense de l'intérêt général. S'il y a bien sûr des camarades plus compétents, il y a des camarades plus engagés, il va de soi qu'à un certain moment, il va falloir laisser la place. Et j'ai la ferme conviction que par rapport à une certaine génération, nous, notre génération, on ne pourra pas faire de la politique professionnelle. Il faut faire 5 ans, 10 ans et il faut passer le témoin. Parce que le contexte a beaucoup changé. Le contexte du Burkina Faso d'aujourd'hui n'est pas forcément... On ne peut plus s'éterniser quelque part. On a aujourd'hui une opinion publique forte et structurée. Nous avons une jeunesse qui est exigeante. Et donc, cela nécessite des élites politiques, des efforts supplémentaires. Avant, on adhérait à l'action politique par contrainte. On vous appelle dans les partis politiques, on dit c'est ça, tout le monde s'aplatit. Aujourd'hui, c'est le débat contradictoire au sein des partis politiques. Donc, on ne peut pas éternellement continuer à s'épuiser dans des débats, dans des positions politiques. Il faut aussi pouvoir, à un certain moment, passer à autre chose. Donc, je dis et je répète, pour moi, en tout cas, le combat politique, il est noble, mais aussi, à un certain moment, il faut savoir s'arrêter et passer à autre chose. Monsieur Koné, on va parler des élections, 22 novembre 2020. La date approche à grands pas. Au niveau de la majorité, est-ce que c'est un rendez-vous électoral que vous redoutez?
Et je vais vous dire que la démocratie, comme nous l'avons voulu, c'est un système, l'un des meilleurs systèmes au monde. Mais en même temps, c'est un système qui est très exigeant. Et donc, les élections sont un élément indispensable à la démocratie. En intervalle de temps régulier, les élites politiques, les dirigeants doivent se représenter devant le peuple pour avoir une certaine légitimité pour continuer à dérouler leurs actions de manière, je dirais, sereine. Donc, de ce point de vue, les élections qui sont en train de s'annoncer, qui frappent à nos portes, est une exigence à laquelle nous sommes obligés de répondre. D'y aller. Mais est-ce que vous redoutez ce rendez-vous-là en tant que majorité? Parce que vous avez un bilan. De toute façon, moi, depuis que je suis engagé, je n'ai jamais redouté des élections. Et quand on est un homme politique, on doit se dire qu'à l'espace de temps régulier, on doit aller devant les élections. Donc, c'est une dynamique de la politique. En fait, je pose la question parce que vous avez un bilan à défendre. Vous êtes la majorité, je le rappelle. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'engagements qui ont été pris et on a plutôt un grand sentiment d'insatisfaction sur le terrain. C'est pour ça que je pose la question. Bon, ça c'est votre lecture. Nous avons une autre lecture. Nous, on ne se fie pas seulement à la lecture qui est faite par la nomenclatura ou bien ceux qui sont loin des réalités sur le terrain et qui font des suppositions sur notre bilan. Il est sûr que nous allons dérouler ce bilan de manière claire devant les Burkinabés pour demander encore un nouveau bail avec les Burkinabés. Il reviendra, bien sûr, au peuple burkinabé de voir si notre bilan il est bien. Ce peuple nous reconduit. S'il n'a pas bien, il nous sanctionne. Donc, sur ces questions... Pour vous, le bilan est solide, Pour nous, le bilan, il est satisfaisant, malgré le double contexte lié à la question sécuritaire et à la question sanitaire. Parce que pouvoir avoir des résultats dans un contexte particulièrement difficile, sans compter la gronde sociale, sans compter la montée en puissance de l'incivisme, ce sont des questions qui ont joué sur notre action. Et il faudrait prendre ces actions en compte dans l'analyse globale qu'on doit faire. On ne se jette pas des fleurs, mais on s'est dit qu'il faut avoir raison gardée, juger les choses en fonction de leur contexte. Et il y a des acquis certains. Voici que nous sommes en train de discuter. Pour le moment, personne n'a été embastillé parce que, effectivement, pour son opinion. Il y a eu des questions qui sont allées en justice, mais le juge a tranché pour dire qu'il y a eu de la diffamation, il y a eu du dénigrement. Dans la République, on ne peut pas accepter cela. Les questions de liberté sont des questions sur lesquelles où le Burkina Faso a beaucoup évolué. Il y a les questions aussi de quotidien, manger à sa faim. Oui, ça c'est des éléments essentiels. Oui, mais ça, c'est l'objectif du politique. Notre objectif, c'est d'amener les Burkinabés à un bien-être social. Et dans ce bien-être social, cela suppose qu'ils puissent manger matin, midi et soir. Donc, c'est pour vous dire que, revenir à votre question, que je ne pense pas qu'au niveau du MPP, on ait une quelconque peur bleue des élections. Je dois rappeler qu'à plusieurs fois, lors des conférences de presse, le président du parti, Simon Compaoré, a dit sans embâche que nous sommes engagés pour aller aux élections. Et je ne pense pas que ce soit le MPP qui va être empêché, qui que ce soit, d'aller aux élections. Mais est-ce que l'insécurité dont vous parlez, le climat social tendu, est-ce qu'on ne peut pas dire que ce sont des boulets aujourd'hui pour le parti majoritaire? Bon, ce sont des boulets pour le peuple burkinabé, pour la nation burkinabé. C'est des préoccupations qui ne sont pas seulement liées au MPP. C'est vous et moi. C'est le citoyen lambda. C'est les partis politiques de l'opposition. C'est une question nationale. La question de sécurité est une question nationale. La question sanitaire est une question nationale. Donc, ces questions-là doivent avoir des réponses, je dirais, dans le collectif. Donc, dire que c'est seulement le MPP qui doit régler par un coup de baguette magique la question de l'insécurité, je ne pense pas. Mais c'est à vous de trouver des solutions. Non, mais ça, c'est tout à fait normal. En tant que parti au pouvoir, il est de notre responsabilité de porter
des solutions. Mais ces solutions ne peuvent être assorties des résultats que si tout le monde adhère à ces solutions. Il y a des questions, peut-être on va rentrer dans les détails, où des décisions ont été prises, mais sur le terrain, quand je viens, la question de l'incivisme. Bon, quand quelqu'un va brûler le feu, est-ce que c'est le MPP? Et ça aussi, c'est la réalité. C'est sciemment qu'on fait. Si on dit ça, c'est interdit, mais quand quelqu'un le fait, ça, ce n'est pas le MPP. Donc, mais il faut savoir durcir le temps. Il faut ramener la personne à l'ordre également. Ça, oui, il faut avoir le courage politique, justement, de décider. On est tous d'accord que on était sous un régime très dur. Et on a dit que désormais, nous allons gérer ce pays en fonction des règles de droit qui sont établies. Donc on ne peut plus faire de l'arbitraire. Et on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Les citoyens ont leurs droits. Et ces droits doivent être respectés. Et toutes les questions doivent être réglées dans le cadre de l'état de droit qui a des exigences. Quand il y a un problème qui se pose, mais le problème qui se pose, le plus important, si on n'a pas pu l'empêcher de se poser, c'est de pouvoir le régler dans les règles de l'art. Et c'est ça qui fait la construction de la démocratie. C'est ça aussi qui fait qu'on puisse vivre ensemble. On ne peut plus continuer. Donc vous êtes serein pour le 22 novembre 2020? Je reste serein et je suis sûr que nous allons porter très haut les idéaux de notre parti et lors de ces élections 2020. Parce que l'explication que nous devons, c'est au peuple que nous devons, le peuple profond, qui sait que nous avons fait des écoles, que nous avons fait des forages, qui sait que nous avons ouvert des routes, qui sait que nous avons amélioré l'énergie, l'accès à l'énergie. Et c'est ça qui est le plus important, que nous avons fait des barrages, que nous avons pris des mesures dans le domaine agricole. Et c'est ça qui est le plus important. Et que c'est ce peuple-là à qui nous devons explication. Mais si c'est ceux qui concourent avec nous, vous comprenez aisément qu'ils vont toujours peindre toute notre action en noir, parce que nous sommes dans la lutte politique. Monsieur Koné, on va évoquer les questions d'actualité à présent. Achèvement de l'année scolaire, c'est vraiment le sujet qui a marqué toute la semaine, avec donc une année scolaire validée après donc les 2 trimestres pour les classes intermédiaires, avec bien sûr des modalités. Mais beaucoup craignent que peut-être ces décisions n'impactent négativement la qualité de l'enseignement qui était déjà décrié bien avant cela. Est-ce que vous partagez ces craintes-là? Il y avait un postulat très clair au niveau de tous des acteurs de l'éducation, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau des syndicats, que ce soit au niveau des parents d'élèves. Il faut sauver l'année scolaire. À tout prix. C'est ça qui était important. Mais chacun a fait des propositions. Chacun a fait des scénarios. Et il y a plusieurs scénarios. Le rôle du gouvernement, c'est de décider et de trancher. Et chaque pays est allé avec des scénarios en fonction de ses réalités propres. Il y a d'autres pays qui ont décidé de ne pas avoir d'examen de fin d'année. Mais ici, est-ce que les élèves qui passent ne passent pas au rabais, c'est ça? Bon, on ne peut pas aussi faire une lecture très rigoureuse de cette année scolaire par rapport aux autres années scolaires parce qu'il y a une particularité. C'est un cas de force majeure. C'est un cas de force majeure à qui la faute? Ni le gouvernement, ni les élèves, encore moins les parents d'élèves, ni les syndicats. Donc c'est dire que c'est un phénomène qui est arrivé, c'est un problème qui est arrivé et les acteurs doivent avoir la sagesse de trouver un terrain médium. Donc le prix de ne pas avoir une année scolaire invalidée, c'est aussi d'avoir une année scolaire qui ne soit pas normale pour tous les élèves. Quelque peu escamotée. Voilà. En tout cas, monsieur connaît aujourd'hui l'inquiétude, au-delà de tout, c'est la réaction des syndicats. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, le dialogue est quelque peu difficile entre les autorités et les syndicats, notamment de l'éducation. On a l'impression aujourd'hui que les positions sont figées et que personne n'avance vers l'autre. Le Premier ministre est passé le mardi 19 devant la représentation nationale et il a réitéré la volonté de son gouvernement à discuter avec tous les acteurs pour avoir des solutions aux problèmes qui sont posés. Mais en même temps, il a rappelé qu'on ne peut faire un dialogue s'il y a de la volonté de part et d'autre, s'il y a une oreille attentive à aller vers une solution commune. Mais s'il y a des positions figées, on ne vient pas discuter. Pourtant, on peut venir et puis
donner son point de vue, faire des propositions, quitte à ce que le gouvernement fasse des contre-propositions. Et à la fin, on va trouver une solution médiane qui va sauver et le gouvernement et les syndicats. Mais les syndicats reprochent au gouvernement de ne pas les concerter, de ne pas prendre le point de vue avant de décider aussi. Ça, c'est quelque chose que nous attendons chaque fois. Et ça dépend de où vous êtes. Et le gouvernement aussi dit que les syndicats aussi ne veulent pas aller au dialogue sincère. Parce qu'on fait un dialogue aussi, il faut pas personne n'est dupe. Parce qu'il faut aller aussi discuter avec des gens qui ont de la bonne foi. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu peut-être suspendre la mise en œuvre de l'UTS et rétablir les salaires coupés, ne serait-ce que pour détendre l'atmosphère, parce qu'on est dans une situation quand même d'urgence. Il y a eu des voix qui se sont élevées pour suggérer ça et là, cette méthode. Mais toujours est-il que c'est un débat qui reste posé. Et il y a bien sûr cette volonté de décrypter l'atmosphère au niveau social, mais aussi il y a des exigences aussi pour l'État de tenir un certain nombre d'engagements financiers. Nous avons un budget qui a été voté, qui a été élaboré sur la base de la prise en compte du TS, alors où on va avoir les ressources additionnelles. En tout cas, le souhait pour tout le monde, y compris moi en tant que membre du MPP, c'est qu'effectivement, ces questions-là puissent trouver des solutions. Mais ces questions-là ne peuvent trouver des solutions que dans un consensus, dans cette volonté de lâcher quelque chose. Parce que si on est radical sur une position, on supprime l'UTS ou rien, ça pose problème. On peut aller discuter pour voir comment on peut alléger les conditions d'application de l'UTS ou bien diminuer les charges financières sur les salaires. Ça, c'est des débats qui peuvent mener. Mais si on dit il faut supprimer, moi je pense que là, déjà, on est dans une position de radical. On ne va pas dans une discussion avec des préalables. Monsieur Koné, l'actualité a été marquée cette semaine par l'arrestation de l'ancien ministre de la Défense, monsieur Jean-Claude Bouda. D'abord, comment vous avez accueilli cette nouvelle? Alors, pour nous, c'est d'abord la position de l'intéressé, qui a dit clairement qu'il se mettait à la disposition de la justice pour qu'il y ait la manifestation de la vérité. Ça, c'est déjà quelque chose d'important. Et vous le savez bien, le peuple burkinabé, particulièrement la jeunesse, est aujourd'hui particulièrement exigeant sur les questions de transparence de la vie publique. Donc, les gestions de la chose publique doivent répondre à un certain nombre de valeurs et de principes. Et cette quête de transparence a été bien sûr portée par le réseau national de lutte anti-corruption et que la justice s'en est saisie pour en tout cas trancher. Et nous attendons en tout cas les résultats des investigations qui vont être issues, n'est-ce pas, de cette instruction qui est en cours avant de nous prononcer. Mais toujours est-il que c'est une manière... Ce n'est pas un coup dur aujourd'hui pour le régime, si mais ce n'est pas une question de coup dur, c'est une question de justice. Dans tous les pays, quand vous êtes fautif, vous répondez. Ça, c'est en dehors de notre régime et de tout ce qu'on a pu entendre autour de cette question. Quand on est responsable et quand on a manipulé de l'argent public, on doit savoir que tôt ou tard, on doit répondre. Et ça, c'est normal. Et c'est peut-être la personnalité aussi qu'il faut voir. Justement, parce que ce n'est pas n'importe qui, c'est quand même l'ancien ministre de la Défense. Oui. Considéré comme étant en tout cas du premier cercle du pouvoir aujourd'hui qui se retrouve à la maison d'arrêt. Mais c'est tout à fait normal. Si le président du FASO a été clair, chacun va répondre de ses actes. Et quand il y a une situation où les juges, les organisations de la société civile sentent que vraiment il y a de quoi à avoir une transparence, à avoir la vérité, bon, il est tout à fait normal que la justice se mette en branle. Et c'est d'autant plus énigmatique que, comme tu l'as si bien dit, c'est un proche du président. C'est-à-dire que, en tout cas, sur ces questions, nous sommes en train de prendre un tournant décisif désormais pour les édiles politiques qui doivent faire attention que l'argent public, quand on le manipule, on doit pouvoir rendre compte.
Et je dois rappeler aussi qu'il y a eu des proches. Ça fait tâche quand même, M. Koné. Mais c'est tout à fait normal. Dans tous les secteurs, il y a des difficultés qui peuvent amener la justice à voir. Vous partez à l'hôpital, vous allez voir que historiquement, il y a eu des médecins qui ont été mêlés à des affaires. Vous partez dans l'armée, ça va être la même chose. Vous partez chez les magistrats, il y a eu le Conseil supérieur de la magistrature, il y a des magistrats qui ont été entendus. Dans tous les secteurs, il y a bien sûr des difficultés. Donc cela ne veut pas dire que on va indexer X ou Y, on va accuser X ou Y. Donc c'est une dynamique. Le plus important pour nous, c'est que la justice a été saisie. Le plus important pour nous, c'est que les Burkinabés ont droit de savoir la lumière sur cette affaire, parce qu'il y a eu beaucoup de supputations, des personnes qui ne sont pas qualifiées à condamner X ou Y, mais seul au résultat du juge, on saura si oui ou non et telle personnalité a été trempée ou bien a fait un détournement. Monsieur Koné, il y a eu cette semaine également la conférence de presse, en tout cas des procureurs à Fadangourma, sur les 12 morts suspects donc, de Tanwalbougou, 12 présumés terroristes donc, qui ont perdu la vie dans les locaux de la gendarmerie. Un rapport d'enquête préliminaire qui contredit en tout cas ce qui avait été présenté à la presse, notamment donc, par le collectif contre l'impunité, qui avait conclu donc, à des exécutions sommaires. Les procureurs disent qu'il n'y a pas eu de traces de balles, en tout cas qui ont été décelées sur les corps des victimes. Comment vous réagissez à cette sortie et à cette polémique autour de ces morts? J'ai l'habitude de dire que pour qu'on puisse, à moyen terme et à long terme, régler ces questions liées à la sécurité de notre pays, c'est d'avoir beaucoup de froideur, c'est d'avoir beaucoup de recul et c'est surtout de pouvoir tenir les nerfs. Alors, nous avons tous suivi cet événement malheureux, vraiment paix à l'âme des 12 compatriotes qui sont morts dans des conditions très difficiles. Mais il y a eu bien sûr de la polémique et nous avons dit en son temps qu'il fallait peut-être être réservé et attendre peut-être des suites judiciaires pour pouvoir se prononcer. Mais nous avons l'habitude, ça se comprend, sous l'émotion, quand vous perdez quelqu'un, vous avez déjà un coupable, vous cherchez à indexer X ou Y. Vous estimez que le CISC est allé vite en besogne? Non, ils sont dans leurs droits. C'est une organisation qui défend les communautés. Oui, mon petit estimé qu'il a perdu un proche et qu'il a pris une balle dans la tête. C'est un député, un collègue qui a donné son point de vue, mais le plus important, c'est que nous avons la justice qui a donné un son de cloche. Ce n'est pas à moi de juger les propos de telle ou telle personne. L'opinion a vu le communiqué du procureur du Faso qui a été un peu plus clair, en disant que d'après les constatations de l'infirmier chef de poste de Tanwalbougou, il ne peut pas, en tout cas, affirmer, il n'a pas des éléments matériels pour affirmer qu'effectivement, ils ont été tués par balle. Ensuite, mais ça, c'est un problème parce que le procureur dit également que jusque-là, on ne peut pas établir clairement la cause des décès. Ça, quand même, ça jette toujours le doute. Non, mais ça, c'est tout à fait normal. La justice aussi, ce n'est pas de la précipitation. On a bien dit, le procureur, les termes sont mesurés. C'est une enquête préliminaire. Toute enquête préliminaire donne les premiers éléments de réflexion, de preuves, de faits, etc., etc. Mais il y a aussi des perspectives d'approfondissement des éléments préliminaires. Il y a de la technique qu'on doit faire recours. Il faut faire de l'autopsie. Et il n'est pas aisé de faire de l'autopsie sur des corps qui sont en putréfaction. Ça, c'est tout à fait normal. Et ensuite, il a clairement dit, maintenant, comme c'est des infractions qui ont eu lieu dans un service militaire... C'est le tribunal militaire. Le tribunal militaire va s'en saisir et on va approfondir. Donc, déjà... Mais est-ce qu'il n'y a pas lieu d'aller vite sur cette question pour lever les doutes? La question, la précipitation n'est pas un élément de bonne marche de la justice. Ça, c'est clair. C'est pas parce qu'on veut aller... C'est quoi qu'on dise? Pour le moment, ça écorne quand même l'image de notre armée, de notre gendarmerie. Mais le problème, il faut faire la part des choses. Quand on dit l'image de notre armée, de notre gendarmerie,
il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a eu seulement ce point noir. C'est vrai que dans l'ensemble, nos forces de défense et de sécurité font un boulot extraordinaire pour que toi et moi, nous soyons ici pour parler parce que nous sommes relativement en sécurité. S'il y a eu un événement malheureux qui arrive, isolons cet événement, mais ne faisons pas de la généralité les forces de défense. Non, il y a des gens qui font leur travail de manière professionnelle en respectant les règles de l'état de droit. Mais il y a aussi des individus qui peuvent, sous l'émotion, poser un certain nombre d'actes. On est des humains. Je ne défends pas X ou Y. Mais souvent, vous imaginez votre promotion, vous venez trouver que on a carnadé les gens sous l'émotion, que le chef ne peut pas forcément maîtriser. Vous pouvez poser des actes qui sont regrettables. Et donc, pour moi, il faut... Donc aujourd'hui, vous ne perdez pas espoir qu'on sache... Nous sommes déjà à... La question de Tawalbougou n'est pas une question liquidée. Donc, il faut peut-être se réserver de faire une conclusion hâtive. On a eu une première étape qui a été des informations données par le procureur. Il y aura sûrement une deuxième étape où on va approfondir la question. À la suite de ces deux éléments mis bout à bout, on va avoir une conclusion. Monsieur Koné, on est pris par le temps. 3 agents du ministère de l'économie et des finances révoqués en conseil des ministres pour faute grave, bien sûr. Comment vous appréciez cette décision? On se rappelle, c'était donc une grève déclenchée par le CS Minefid et il y a eu donc, en tout cas, des violences, disons, dans un service du ministère, ce qui a conduit donc à cette décision. Comment vous réagissez? J'ai toujours défendu une position claire. Il y a le droit de grève et il y a le droit de non-grève. Et donc, si on ne veut pas faire grève, on n'est pas obligé de le faire. Si on fait grève, on ne doit pas violenter ceux qui sont en tout cas venus pour travailler de manière normale. Alors, s'il y a eu un incident, il y a eu un fait que nous avons tous suivi, des vidéos qui nous ont choqués. Et nous sommes dans une république, il y a des règles. Et le travail public est organisé par des règles. Donc, je crois que le gouvernement a interrogé cet arsenal juridique pour savoir quelle est la position à tenir en cas de situation pareille. Et ça aboutit bien sûr à cette décision qu'on peut bien sûr regretter pour les intéressés, mais toujours est-il, comme on le dit, Duralex, c'est l'ex. Il n'y a pas de crainte d'une détérioration encore du climat au niveau du Minefid. Je crois que on a vu déjà que les syndicats... je ne vais pas apprécier la position de tel ou tel syndicat. Je sais qu'il y a eu des faits, il y a eu une décision. Maintenant, il y a des conséquences que tout le monde doit assumer. Si je me dis que si on violente des gens, on doit pouvoir assumer ça en République. Sinon, ça devient de la jungle. Il faut qu'à un certain moment, que ça s'arrête. Maintenant, face, bien sûr, aux positions des syndicats, le gouvernement aussi saura donner des réponses. Ce qu'on a fini par ces images qui nous ont tous, en tout cas, choqués cette semaine aux États-Unis. George Floyd, donc un noir américain de 45 ans, mort dans des conditions atroces au cours de son interpellation par des policiers blancs qui, en tout cas, ont exercé une violence, si on s'en tient aux images, en tout cas, assez extrêmes, qui ont abouti donc à son décès. Comment vous avez vécu cela et puis quelle est votre réaction pour finir? Il faut dire que c'est un événement qui nous rappelle que les questions des droits de l'homme sont des questions qui doivent être perpétuellement débattues et c'est des questions qui doivent être en tout cas quotidiennement regardées parce qu'aucun pays n'est à l'abri d'une remise en cause, n'est-ce pas, des systèmes qui sont établis. Et c'est un événement qui vient allonger cette liste de plusieurs Noirs qui ont été tués ou bien qui ont été victimes de bavures policières, que ce soit aux États-Unis, en France, ou en Europe ou ailleurs. Mais ça doit nous questionner sur, en tout cas, la cohabitation entre toute cette diversité, je dirais, raciale dans le monde. Ça doit nous interroger sur l'égalité que nous avons entre êtres humains. Est-ce que ce n'est pas la preuve que le racisme combattu par les Martin Luther King et autres, jusqu'aujourd'hui à la peau dure aux États-Unis? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous et que le combat pour l'émancipation de l'homme noir, c'est un combat perpétuel, c'est un combat de garde, c'est un combat où
on doit en tout cas attirer chaque fois, bien sûr, l'attention de l'humanité. Parce que c'est une question qui transcende seulement les États-Unis, c'est une question de l'humanité et il faudrait travailler à ce qu'il y ait l'égalité entre tous les êtres humains. Et ça, c'est très important. Monsieur Koné, ça va être le mot de la fin. Merci encore d'être passé sur le plateau de l'émission Sur la Brèche. Voilà, mesdames et messieurs, l'invité ce soir était monsieur Maxime Lombosa Koné, député à l'Assemblée nationale. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous le dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission.